il m'a envoyé un message disant qu'il était coincé au travail pendant que je le regardais de l'autre côté de la pièce, habillé pour une vie qu'il n'avait pas pris la peine de finir avant d'en commencer une autre. Le message a illuminé mon téléphone si doucement que cela m'a presque offensé. Joyeux 65e anniversaire, maman. Je suis coincé au travail. Je ne peux pas venir. Je me rattraperai. Pendant une seconde entière, j'ai ressenti la piqûre comme n'importe quelle mère. Petite, vive, suffisamment familière pour être supportable. Mon fils m'avait déjà déçu de la manière ordinaire dont les enfants adultes le font lorsque leur propre vie commence à empiéter sur les vôtres. Mais cette fois, quelque chose dans ma poitrine s'est resserré différemment. Pas de la douleur, mais une pression, comme si mon corps avait reconnu quelque chose que mon esprit n'avait pas encore assimilé. J'ai ajusté ma prise sur le téléphone sans le vouloir. Mes doigts étaient devenus légèrement engourdis, et j'ai pressé mon pouce plus fort contre le bord juste pour sentir quelque chose de solide. Je n'avais pas demandé de fête. Je n'avais pas demandé de ballon ou de discours ou un personnel de restaurant insensé venant chanter pour moi pendant que des étrangers applaudissaient de leurs mains fatiguées. Je n'avais voulu qu'un dîner, de la nourriture tranquille, des visages familiers, un peu de décence placée autour de la journée comme une serviette pliée. Au lieu de cela, j'étais assise dans une faible lumière dorée de restaurant avec ma belle-fille, fixant trop intensément un verre d'eau qu'elle avait à peine touché pendant que mon fils me mentait de l'autre côté de la pièce. Je n'ai pas compris cette dernière partie immédiatement. Elle m'est venue par fragments. Le restaurant était le genre qui essayait très fort de ne pas paraître cher. Bois sombre, musique douce, chaises lourdes qui invitaient les gens à rester plus longtemps qu'ils ne le voulaient. Zaria avait insisté pour m'y emmener, et au début, j'ai pensé qu'elle essayait simplement de faire un effort pour mon anniversaire. Mais dès le moment où nous nous sommes assises, quelque chose en elle était trop tendu. Elle n'arrêtait pas de lisser le bord de sa serviette, n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil vers l'entrée principale, puis vers le fond de la pièce, puis vers son téléphone sans le déverrouiller. Son rouge à lèvres était parfait. Ses mains n'étaient pas stables. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé une fois avant que les boissons n'arrivent. Elle a levé les yeux rapidement et m'a donné un sourire qui ne se posait pas correctement sur son visage. « Je vais bien, Mama Elena. » Elle n'allait pas bien. Ça, je le savais. Je ne connaissais juste pas encore la forme de sa douleur. Puis mon téléphone s'est illuminé. Puis j'ai levé les yeux. Ce fut d'abord un mouvement. Un homme debout près du côté lointain de la pièce, une main sur le dossier d'une chaise, le corps légèrement tourné de la manière dont les gens tournent lorsqu'ils écoutent attentivement quelqu'un qu'ils veulent impressionner. Mes yeux se sont posés sur la coupe de la veste avant de se poser sur l'homme à l'intérieur. Marine, sur mesure, trop soignée pour le travail. Renelle s'habillait toujours bien. Mais ce n'était pas la fatigue du bureau. C'était l'intention. C'était un homme qui s'était regardé dans un miroir avant de quitter la maison et avait approuvé ce qu'il voyait. Ma respiration s'est coupée, pas entièrement, juste assez pour en interrompre le rythme, et j'ai dû inspirer à nouveau plus délibérément que d'habitude. Il riait, pas fort, pas négligent, juste facile, détendu, une version de mon fils sans aucune pression sur lui. Et il n'était pas seul. Vivian Ashcraftoft était assise en face de lui, une main près de son verre de vin, la tête penchée de cette manière douce et réceptive que les femmes apprennent lorsqu'elles aiment être observées. Pendant une seconde, une mince et humiliante seconde, je me suis dit que cela pouvait encore s'expliquer. Vivian me connaissait depuis des années. Elle avait été dans ma cuisine, dans mon chagrin, dans mes fêtes, au milieu de cette vie désordonnée où l'amitié cesse d'être sociale pour devenir tissée. Rel la connaissait. Bien sûr qu'il la connaissait. Il y avait encore des chemins innocents que mon esprit pouvait emprunter s'il se déplaçait assez vite. Et pendant cette seconde, j'ai presque choisi l'un d'eux. Puis Aria a vu où je regardais. L'air a changé. Je n'ai pas eu besoin qu'elle dise un mot. Son visage m'a donné plus que le langage n'aurait pu. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait l'air acculée. Comme une peur qu'elle avait tenue à deux mains avait finalement trouvé une fissure. Je m'appelle Elena Porter, ai-je dit. Et même maintenant, je me souviens à quel point ma propre voix sonnait étrangement à mes oreilles. Ferme, basse, trop calme pour ce qui avait déjà commencé à se briser. Et si vous regardez cela de n'importe où ce soir, dites-moi d'où vous regardez parce que j'ai besoin de savoir qui comprend encore ce que coûte de rester immobile quand tout votre esprit veut se soulever. Les doigts de Zaria ont trouvé mon poignet sous la table et l'ont serré assez fort pour faire mal.
De l'autre côté de la pièce, Renel s'est penché en avant. Vivien a souri à quelque chose qu'il a dit et a baissé les yeux, contente d'une manière qui me tordait l'estomac. Rien chez eux n'avait l'air accidentel. Ni l'angle de leur corps, ni la patience sur son visage, ni la façon dont ils vérifiaient la pièce sans jamais sembler nerveux. Il ne se cachait pas. Il attendait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le mensonge n'était que la plus petite partie de ce que je voyais. Ce n'était pas une rencontre, pas un lapsus, pas un dîner insensé qui aurait mauvaise allure si expliqué trop vite. Cela avait une forme. Cela avait un timing. Cela avait été arrangé, et puis je l'ai vu enfin, à moitié ombragé à côté de sa main sur la nappe blanche. Une petite boîte de velours, sombre comme une ecchymose. La trahison n'entre pas toujours dans votre vie comme une étrangère. Parfois, elle s'assied dans votre cuisine et apprend vos routines. J'ai gardé mes yeux sur cette petite boîte de velours, mais ce qui m'a le plus blessé à ce moment-là n'était pas l'objet. C'était la femme assise en face de mon fils comme si elle avait tout le droit d'être là. Vivien Ashcraftoft avait été dans ma vie assez longtemps pour cesser de sembler séparé d'elle. Il y a des gens que vous connaissez socialement et puis il y a des gens qui ont vu l'intérieur de vos jours ordinaires. Vivien n'était pas une amie décorative que j'appelais pour les anniversaires et les politesses de Noël. Elle s'était tenue à mes côtés aux funérailles de mon mari dans une robe noire si simple qu'elle m'avait dit qu'elle comprenait que le chagrin n'était pas un endroit pour le style. Elle avait apporté de la soupe quand j'avais la grippe et était restée assez longtemps pour laver la marmite après. Elle s'était assise dans ma cuisine, pieds nus, buvant du thé trop sucré et riant des vieilles histoires qui ne survivent qu'entre femmes qui se sont vues vieillir en temps réel. Elle savait quel placard contenait mes assiettes. Elle savait que je détestais les œillets. Elle connaissait le bruit que ma porte d'entrée faisait quand elle coinçait par temps humide et avait besoin d'une épaule forte pour bien se fermer. C'était la blessure. Non pas simplement que Renel était avec une femme, mais qu'il était avec une femme qui savait où je gardais mes bonnes serviettes. De l'autre côté de la pièce, elle a penché la tête à quelque chose qu'il a dit et a souri d'une douceur que j'avais autrefois prise pour de la décence. De vieux souvenirs ont commencé à affluer si vite qu'ils se sont presque bousculés en montant. Un mardi après-midi, 3 étés plus tôt, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé sa voiture devant ma maison. Elle avait dit qu'elle passait juste dans le quartier et qu'elle pensait venir me voir. Je me suis souvenu de la rapidité avec laquelle elle s'était levée quand je suis entré, de la légèreté de son rire, de la façon dont Renel, déjà là pour m'aider à déplacer un lourd miroir, était resté silencieux pendant une demi-seconde avant de parler trop vivement. À ce moment-là, j'avais marqué une pause juste une seconde, assez longtemps pour sentir que quelque chose n'allait pas. Mais je me souviens de ce que je me suis dit aussi clairement que je me souviens du sentiment. Ne fais pas une montagne de rien. Alors, j'ai souri en retour. J'ai laissé passer. Je me suis même excusé plus tard ce soir-là d'avoir été un peu tendu en entrant. C'est ainsi que le doute est facilement enterré quand la confiance a déjà fait son nid en vous. Puis il y a eu Thanksgiving il y a 2 ans, quand Renel et Zaria ont eu une de ces disputes de couple qui commencent tranquillement dans un couloir et reviennent à table avec des sourires qui ne trompent personne de plus de 40 ans. Vivien l'avait défendu trop vite. Pas bruyamment, pas assez pour attirer l'attention, juste assez pour paraître investi d'une manière qui ne lui appartenait pas. Je me suis souvenu de l'avoir regardée alors, juste un instant, et de me demander pourquoi elle semblait irritée par la douleur de Zaria au lieu d'être curieuse à ce sujet. Je me suis dit qu'elle essayait de maintenir la paix. Maintenant, je savais qu'elle protégeait autre chose. Et une fois, Seigneur, ce souvenir est revenu de façon horrible. Elle m'avait demandé quel parfum Renel portait parce qu'elle voulait acheter quelque chose de similaire pour son mari qui, disait-elle, n'avait aucune imagination pour ces choses. J'avais répondu sans réfléchir, sans me demander pourquoi, elle avait demandé 2 fois. Les femmes se trahissent dans les petites permissions qui leur sont accordées. Ma main reposait à plat sur la nappe maintenant, les doigts plus froids que la pièce ne le méritait, tandis que tous ces vieux moments inoffensifs se réarrangeaient en quelque chose de plus ignoble. À côté de moi, la respiration de Zaria était devenue fine et irrégulière. Elle me tenait toujours le poignet sous la table, mais la prise avait changé. Dans le premier choc, elle m'avait serré comme une personne qui essaie de ne pas se noyer. Maintenant, elle me tenait comme quelqu'un qui se préparait à un impact qu'elle craignait bien avant qu'il n'arrive. Sa bouche a tremblé une fois. Elle l'a serré. J'ai tourné mon visage juste assez pour la regarder correctement. Elle n'a pas voulu me regarder dans les yeux au début. Elle continuait de fixer devant elle, vers eux, vers la table où mon fils était assis,
habillée de confiance, et mon amie était assise, habillée d'une innocence empruntée. La lumière du restaurant touchait le côté du visage de Zaria et me montrait ce que la tension lui avait fait. Pas seulement de la tristesse, mais de l'insomnie, l'humiliation privée de porter une suspicion que l'on ne peut pas encore prouver sans paraître folle. Finalement, sans me regarder, elle a parlé si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. J'espérais me tromper. Cette phrase s'est ancrée en moi plus fortement que le mensonge que Renel avait envoyé par message. Parce qu'une telle espérance ne surgit pas en une nuit. Une telle espérance grandit dans l'obscurité, nourrie par de petites choses. Un ton changé, un retour tardif à la maison. Un téléphone posé face cachée trop souvent. Une femme ravalant sa fierté parce qu'elle n'est pas encore prête à avaler la vérité. De l'autre côté de la pièce, Renel s'est penché en avant avec cette expression calme et satisfaite que je n'avais jamais vue sur son visage quand il faisait quelque chose d'honorable. Les yeux de Vivien sont restés sur lui, chaleureux et en attente. Puis mon fils a tendu la main, a posé 2 doigts sur la boîte de velours et l'a touché comme un homme qui savait déjà comment cela allait finir. Je me suis levé pour l'arrêter et un homme qui me connaissait à peine m'a arrêté à la place. Le mouvement est sorti de moi avant la pensée. Une seconde j'étais assise là avec la main de mon fils reposant sur cette boîte de velours comme si elle lui appartenait et la seconde suivante ma chaise s'était reculée juste assez pour me trahir. Pas fort, pas dramatique, mais assez. À côté de moi, Zaria a bougé plus vite. Sa main s'est arrachée de la mienne. Sa serviette a glissé sur le sol. Le bruit était faible, mais dans cette pièce, il a porté. Sa respiration est devenue nette, inégale, ses épaules se sont levées, ses yeux vifs d'une manière qui signifiait qu'elle ne se souciait plus de qui la voyait. J'ai vu sa bouche s'ouvrir. Je connaissais ce regard. Ce n'était pas une femme sur le point de parler. C'était une femme sur le point de détonner. Non, ai-je dit à voix basse, bien que je ne sois pas sûr si je parlais d'elle ou de moi-même. Elle ne m'a pas entendu. Ou elle l'a fait, et cela n'avait plus d'importance. De l'autre côté de la pièce, Renel se tenait debout, une main près de cette boîte de velours comme si elle lui appartenait. Vivien s'est tournée vers lui, souriant à l'instant comme si elle avait déjà accepté quelque chose que le reste d'entre nous n'avait pas encore été informé. Aucun d'eux ne nous a regardés. C'était le pire. Il y a quelque chose de particulièrement cruel chez les gens qui pêchent confortablement. Zaria a repoussé sa chaise plus fort cette fois. « Je ne peux pas rester assise ici », a-t-elle dit. Mais le murmure s'est brisé au milieu. « Je ne peux pas. » Un homme s'est approché de notre table si discrètement que je ne l'avais pas vu arriver. Chemise noire, cravate noire, une trentaine d'années, peut-être le genre de visage qui se fond dans le service jusqu'à ce qu'il décide de ne pas le faire. Il n'a pas regardé la pièce d'abord. Il m'a regardé, puis Zaria, et quelque chose dans son expression m'a dit que ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. « Madame » a-t-il dit doucement, une main levée, sans toucher, juste assez pour interrompre le mouvement. « S'il vous plaît, juste une minute. » Zaria s'est retournée contre lui instantanément. « Bougez. » Il n'a pas bougé. C'est la première chose qui m'a fait le regarder correctement. La plupart du personnel recule au moment où l'émotion s'aiguise. Ils disparaissent. Ils protègent la pièce, pas les gens à l'intérieur. Cet homme a tenu bon. Ni grossier, ni autoritaire, juste décidé. « Je suis désolé » a-t-il dit, plus bas maintenant. Prudent. « Je sais que ce n'est pas ma place, mais si vous y allez tout de suite, vous allez foncer droit dans quelque chose que vous ne pourrez pas défaire devant toutes ces personnes. » Cela a ralenti quelque chose en moi, sans l'arrêter. Cela l'a ralenti. Zaria a laissé échapper un souffle qui ressemblait plus à une fracture qu'à de l'air. « Je m'en fiche. »« Je sais » a-t-il dit. « C'est pourquoi je dis quelque chose. » Je l'ai regardé à nouveau, plus attentivement cette fois. Et puis ça m'est venu. Je l'avais déjà vu. Pas assez pour connaître son nom, mais assez pour le situer. Dîner de famille, un anniversaire, un déjeuner dominical après l'église. Quand tout semblait encore entier de l'extérieur. Il a dû le voir atterrir sur mon visage parce que sa voix a changé, plus douce, mais plus ferme. « J'ai servi votre famille ici » a-t-il dit plus d'une fois. C'est la seule raison pour laquelle j'interviens. Cela a compté non pas parce que cela expliquait tout, mais parce que cela expliquait suffisamment.
Les yeux de Zarya se sont tournés vers lui. Intervenir pourquoi? Il a hésité. Juste une fois, comme un homme décidant combien de vérité il pouvait se permettre de dire sans franchir une ligne dont il ne pourrait pas revenir. Je les ai vus, a-t-il dit finalement. Ensemble. La pièce n'est pas devenue plus bruyante. Elle est devenue plus petite. Je ne parle pas de ce soir, a-t-il ajouté rapidement. Avant, plusieurs fois, la même table généralement, le même coin. Zarya est restée immobile. Pas plus calme, pire. Immobile. Il n'a pas précipité les choses maintenant. N'a pas embelli. Je fais attention au schéma, a-t-il dit. C'est une partie du travail. Il ne vient pas comme un homme qui travaille. Pas d'ordinateur portable, pas d'appel, pas de précipitation. Il s'assoit prêt. Reste longtemps. Commande sans regarder le menu. Ses yeux ont brièvement parcouru la pièce. Ce soir, c'est différent. J'ai suivi son regard, et une fois que je l'ai fait, je ne pouvais plus le défaire. L'espace autour de leur table n'était pas accidentel. Il était positionné assez ouvert pour être visible, assez niché pour sembler intentionnel. Un arrangement floral bas, non décoratif, mais placé. Une jeune femme près du bar tenant son téléphone trop stable, ne se filmant pas elle-même, mais eux. Même le mouvement du personnel avait changé, non pas pour éviter, mais pour accommoder, faire de la place. Ce n'était pas spontané. C'était construit. Zarya a fait un son à côté de moi. Pas tout à fait un sanglot, quelque chose de plus fin, se brisant au bord. Son genou a heurté la table comme si son corps avait toujours l'intention d'avancer quand même. J'ai de nouveau attrapé sa main, fermement cette fois. Ses doigts étaient froids. Le serveur m'a regardé, pas elle. Et maintenant je comprenais pourquoi. Parce que j'étais la seule à ce moment-là qui pouvait encore choisir le contrôle. S'il vous plaît, a-t-il dit doucement. Plus de performance en lui maintenant. Juste de l'urgence. Quoi que ce soit, ça va arriver devant tout le monde. Une pause, puis plus doucement. Ne laissez pas votre premier mouvement être celui dont ils se souviendront. Cela a atterri, non pas comme un conseil, mais comme un avertissement. De l'autre côté de la pièce, mon fils s'est redressé. Sa main s'est dirigée vers la boîte. Et j'ai réalisé tout à coup, ce n'était pas quelque chose que nous avions interrompu. C'était quelque chose que nous étions censés être témoins. Restez calme, a dit le serveur une dernière fois. Et cette fois, je l'ai fait, parce que de l'autre côté de la pièce, mon fils s'est levé. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air entraîné. C'est la première chose qui a fait que quelque chose en moi est devenu froid au lieu de chaud. Si mon fils avait eu l'air sauvage, honteux, imprudent, s'il avait eu l'air d'un homme sur le point de ruiner sa vie dans une stupide explosion d'appétit, j'aurais peut-être encore trouvé où placer le choc. Mais Renel se tenait là avec l'aisance de quelqu'un qui entre dans un moment qu'il avait déjà vécu dans son esprit plus d'une fois. Ses épaules étaient détendues. Son visage était ouvert. Il ne tremblait pas. Il ne se posait pas de questions. Il avait l'air d'un homme arrivant à l'heure à quelque chose qu'il avait arrangé pour lui-même. La pièce n'était pas devenue silencieuse, pas entièrement, mais le son en elle avait changé. Les fourchettes ont ralenti. Les conversations se sont amenuisées. Les têtes ont commencé à tourner de cette manière discrète que les gens utilisent quand ils veulent être témoins de quelque chose sans admettre qu'ils en sont témoins. La jeune femme près du bar a levé son téléphone un peu plus haut. Un serveur a fait une pause, une bouteille à la main, puis s'est déplacé autour du bord du moment au lieu de le traverser. Tout dans la scène me disait que cela était censé être vu. À côté de moi, Zarya a cessé de respirer normalement. Je l'ai senti avant de la regarder. Son corps était devenu si rigide qu'il semblait presque vibrer. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a fait aucun son. La main que je tenais a tremblé une fois fortement, comme si chaque nerf en elle voulait se libérer et courir à travers cette pièce. J'ai resserré ma prise, non pas doucement, non pas pour la réconforter, mais pour la retenir. Ne fais pas ça, ai-je dit, assez bas pour que seule elle puisse entendre. Ses yeux se sont alors posés sur les miens, pleins et brillants et blessés d'une manière qui dépassait les larmes. Elle avait l'air jeune à cette seconde, pas enfantine, juste soudainement exposée, comme si toute la dignité qu'elle avait utilisée pour se maintenir s'était évanouie et l'avait laissée là, à vif.
Il le fait vraiment, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Il y a des phrases trop laides pour être utilement répétées. De l'autre côté de la pièce, Renelle a souri à Vivien Ashcraftoft avec une tendresse si soigneusement arrangée que je me suis senti impur rien qu'à la regarder. Il a d'abord dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Quelque chose destiné uniquement à elle, et elle a ri doucement, sa main déjà levée vers sa gorge, non pas surprise, non pas confuse, mais ravie, préparée. Ses yeux brillaient, mais pas d'incrédulité, de satisfaction. C'est à ce moment-là que j'ai su que la boîte n'avait pas introduit de surprise. Elle avait scellé un accord. Renelle a tendu la main dans sa veste, a pris la boîte de velours et s'est agenouillé avec toute l'aisance d'un homme qui s'agenouille sur un meuble en lequel il a confiance pour le soutenir. Il n'y a eu aucune maladresse en lui, aucune pause pour prendre courage, aucune recherche de mots. Les mots étaient déjà là. Quelques personnes autour d'eux ont souri. Une femme a posé sa main sur sa poitrine. Quelqu'un vers le fond a laissé échapper un petit rire étouffé. Ce doux son public que les gens font quand ils pensent assister à de la romance. J'ai eu envie de me lever et de leur dire à tous qu'ils applaudissaient de la pourriture dans un costume impeccable. Au lieu de cela, je suis resté assise et j'ai regardé mon fils regarder ma meilleure amie comme si la fidélité était un costume qu'il avait dépassé. Tu sais que j'ai fini de faire semblant, a-t-il dit, et cette fois je l'ai entendu assez clairement. Nous n'avons plus à nous cacher. La phrase ne m'a pas frappé comme une révélation. Elle m'a frappé comme une confirmation, non pas parce que j'avais douté de ce que je voyais alors, mais parce que l'entendre de sa propre voix en a retiré la dernière douceur. Ce n'était pas de la confusion, pas de la tentation, pas deux personnes égoïstes qui s'éloignaient trop loin et se réveillaient trop tard. Cela avait été nourri, protégé et mené en secret jusqu'à ce qu'il croie que cela méritait la lumière du jour. Zaria s'est penchée en avant à côté de moi, une main couvrant sa bouche. Aucun sanglot ne lui a échappé, mais je l'ai senti se briser quand même. Il y a un silence que les femmes font quand la douleur est si complète qu'elles refusent la performance. C'est dans ce silence qu'elle est tombée. Ses épaules ont tremblé une fois. J'ai glissé ma main de la sienne à son avant-bras et je l'ai tenue, l'ancrant sur place tandis qu'elle se désagrégeait par petits bouts. Vivien a regardé Renelle avec une lueur sur son visage que j'avais autrefois prise pour de la grâce. Elle rougissait, non pas comme une fille, non pas innocemment, mais comme une femme publiquement affirmée dans quelque chose qu'elle avait secrètement décidé qu'elle y avait droit. Elle a baissé les yeux pendant une demi-seconde, puis les a relevés avec la même douceur satisfaite. Oui, a-t-elle dit, non pas surprise, non pas submergée, non pas déchirée. Oui, comme si elle avait attendu de l'entendre dire là où d'autres personnes pouvaient en être témoins. Oui, comme si c'était attendu. Je n'ai pas empêché mon fils de faire sa proposition. Je me suis empêché de réagir. C'est la partie que je continuais de sentir dans mes os en me levant de cette table sans laisser ma chaise grincer assez fort pour faire tourner les têtes. Pas ce que Renelle avait fait. Pas même le visage de Vivien levé vers lui comme si la vanité avait enfin trouvé son miroir. Ce qui est resté le plus vif en moi, c'est la violence de ma propre retenue. Chaque nerf de mon corps voulait le mouvement, voulait le son, voulait le simple soulagement inutile de forcer la pièce à savoir quelle sorte d'ordure elle venait de prendre pour de la romance. Pendant une seconde, juste une, j'ai failli le faire. Ma main s'est resserrée autour du bord de la table, et j'ai senti mon corps se pencher en avant de me rattraper. Je pouvais déjà le voir dans mon esprit, ma voix coupant à travers la pièce, les têtes se tournant, le moment s'effondrant sous la vérité. Puis quelque chose de plus froid est intervenu. Pas la peur, le contrôle. J'ai relâché la table lentement, comme si rien ne s'était passé. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers mon sac, puis vers Zaria. Elle n'avait pas bougé depuis que Vivien avait dit oui. Elle était assise là, légèrement penchée en avant, une main toujours près de sa bouche, les yeux fixés sur le fond de la pièce avec un regard que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant sur une femme dans une salle d'attente d'hôpital quand le médecin était revenu sans urgence. C'était la même immobilité terrible, pas la paix, pas le choc exactement, juste le corps qui se tait parce que la vérité est arrivée trop durement pour un mouvement immédiat. « Viens, ai-je dit. » Elle n'a pas répondu. J'ai touché son épaule. Zaria. Sa tête s'est tournée vers moi lentement, et ce que j'y ai vu m'a fait comprendre quelque chose de douloureux encore une fois. La trahison est rarement la première blessure. Très souvent, la première blessure est le doute. La seconde est le silence. Au moment où la vérité apparaît, la victime est déjà épuisée.
Je ne peux pas respirer, a-t-elle murmuré. Tu peux, ai-je dit, gardant ma voix égale bien que la mienne semblait empruntée. Lève-toi. Je ne l'ai pas tiré vite. Je ne me suis pas pressé. La panique a une odeur, et je refusais de laisser la moindre trace de la nôtre dans cette pièce. Pourtant, quand elle a essayé de se lever, ses genoux ont légèrement fléchi, et pendant une brève seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait s'effondrer là, entre la table et la chaise. Ma prise s'est resserrée sur son bras plus fort que je ne l'avais voulu. Doucement, ai-je murmuré. Plus doucement maintenant. Je l'ai stabilisée. Puis j'ai ajusté ma main, plus gentiment, comme si rien n'avait glissé. Je l'ai aidée à se lever comme je l'aurais aidée si elle était malade ou étourdie ou simplement submergée par trop de vin. La dignité était devenue une stratégie maintenant. Le serveur, qui nous avait prévenus, est apparu au bord de ma vision juste assez longtemps pour incliner son corps, de sorte que le chemin vers le couloir latéral est resté libre. Je n'ai jamais su si c'était de la gentillesse ou de la culpabilité. Peut-être les deux. Nous sommes sortis sans que mon fils me voie. Ce détail m'importait plus qu'il n'aurait dû. Une vieille pardure de la maternité voulait encore qu'il ait une seconde d'innocence de plus avant que les conséquences n'apprennent son nom complet. Je détestais cette part de moi-même. Je la respectais aussi. L'amour ne disparaît pas quand le dégoût arrive. Il cesse simplement d'être doux. Le couloir menant aux portes du voiturier était plus frais que la salle à manger, et le silence entre nous a changé là. À l'intérieur, il nous avait été imposé par les témoins. Dehors, il nous appartenait. Zaria a trébuché une fois sur ses talons. J'ai attrapé son coude et nous avons continué à avancer. L'air nocturne a frappé comme une gifle, plus propre que je ne le méritais, plus froid que je ne le voulais. Les lumières du stand de voiturier projetaient des cercles pâles sur le trottoir. Quelque part au-delà de la ligne de voiture, la circulation se déplaçait en un ruban régulier. Des gens rentrant chez eux dans des vies qui ne s'étaient pas déchirées autour d'apéritifs. Aucune de nous n'a parlé avant que nous soyons à l'intérieur de la voiture. Les portes se sont fermées avec un bruit lourd et scellé. Pendant un instant, tout ce que j'ai pu entendre était notre respiration et le léger clic de métal refroidissant quelque part sous le capot. Zaria regardait droit devant elle. Son mascara n'avait pas coulé. Cela la faisait paraître plus brisée, pas moins. Les femmes qui essaient de ne pas s'effondrer ont souvent l'air le plus soigné autour de la bouche et des yeux. Puis elle s'est tournée vers moi si soudainement que cela m'a presque surprise. « Pourquoi sommes-nous partis ?» a-t-elle demandé. Pas fort, pas en colère. Pire que ça, dépouillée. J'ai mis la clé dans le contact mais n'ai pas démarré le moteur. Parce que maintenant nous savons, ai-je dit. Son visage s'est tendu. Savons quoi? Qu'il est un menteur? Qu'il est dégoûtant? J'en savais déjà assez pour ça. Non, ai-je dit, et cette fois je l'ai regardé pleinement. Nous savons que ce n'est pas seulement de la trahison. Elle a soutenu mon regard, respirant difficilement, attendant. C'est de la planification. Les mots se sont posés entre nous avec le poids qu'ils méritaient. Je les ai vus la frapper en temps réel. Les dîners, le mensonge, la boîte, la confiance, la mise en scène publique. Pas un accident, pas un lapsus, une structure. Les yeux de Zaria sont tombés sur ses genoux. Ses mains se sont tordues une fois, assez fort pour blanchir ses jointures. Quand elle a finalement parlé à nouveau, sa voix avait changé, moins brisée, plus effrayée de ce que la vérité exigerait ensuite. Je ne pense pas que cela ait commencé récemment. Elle n'était pas choquée. Elle était épuisée d'avoir fait semblant de ne pas le voir. J'ai démarré la voiture, mais aucune de nous n'a dit à la nuit de bouger. Le moteur s'est animé sous nous, bas et stable. Mais nous n'allions nulle part. La lumière du restaurant baignait toujours le pare-brise, douce et indifférente, comme si rien à l'intérieur de ce bâtiment n'avait fait bouger le sol sous nous. Zaria était assise, rigide à côté de moi. Les deux mains jointes sur ses genoux. Trop serrées. Le genre de serré qui n'est plus une question de contrôle. C'est une question de tenir quelque chose en place pour qu'il ne se répande pas. Elle regardait droit devant elle, mais elle ne voyait pas la rue. Elle était quelque part derrière ses propres yeux, parcourant des mois qu'elle avait essayé de survivre en les appelant normaux. « Quand as-tu commencé à savoir ?» ai-je demandé. Elle a laissé échapper un souffle qui a failli se transformer en rire, mais n'y est pas parvenue. « C'est le pire » a-t-elle dit.
Je ne sais pas si je savais. Elle a légèrement bougé sur son siège, puis s'est de nouveau immobilisée. Je crois que je n'arrêtais pas de collectionner des choses et de me dire de ne pas être cette femme, celle qui transforme chaque silence en crime. Sa voix ne tremblait pas. Elle semblait usée, comme si elle avait déjà discuté cela avec elle-même trop de fois. J'ai reculé doucement la voiture, plus pour briser l'immobilité que pour partir. Nous avons avancé, lentement, silencieusement. Puis j'ai tourné dans une rue latérale où la lumière s'est amincie et je me suis garé sous un arbre enveloppé d'ampoules blanches tamisées. Cela semblait confiné là, plus sûr pour la vérité. Zaria a penché la tête en arrière, a fermé les yeux pendant une seconde, puis les a ouverts comme si elle avait décidé de ne plus se cacher. Ça a commencé petit, a-t-elle dit. Une pause. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est juste comme ça que je l'ai rendu petit pour pouvoir vivre avec. Je n'ai pas interrompu. Il a cessé d'être là où il disait qu'il serait, a-t-elle continué. Pas de manière à pouvoir le prendre sur le fait, juste décalé. Une réunion se prolonge, mais il rentre trop détendu pour quelqu'un qui a argumenté des chiffres toute la soirée. Une course rapide se transforme en 3 heures, et il revient sans rien dans la voiture. Ses doigts se sont tendus à nouveau. Je posais des questions simples, et il y répondait, des réponses claires, complètes. Mais plus tard, quand j'essayais de me souvenir de ce qu'il avait dit, quelque chose n'allait pas. Elle a regardé ses mains comme si la réponse avait une forme. Mais pas de poids. Cela a frappé parce que c'est ainsi que les mensonges survivent. Ils ne s'effondrent pas. Ils flottent. Il a changé la façon dont il touchait son téléphone, a-t-elle dit. Elle a fait un petit signe de tête fatiguée. Ça semble stupide. Non, ai-je dit. Il le laissait n'importe où. Comptoir de cuisine, étagère de salle de bain, table de chevet. Sa voix est restée stable, mais sa mâchoire s'est tendue. Puis tout d'un coup, il était toujours face cachée. Toujours dans sa main ou inclinée. Elle a dégluti et il est devenu trop calme. J'ai légèrement tourné la tête. Trop calme. Elle a hoché la tête comme s'il me gère. Ce mot pesait lourd. Si je demandais où il était allé, il souriait d'abord, a-t-elle continué. Voix douce, patiente, comme si j'avais déjà tort de demander. Sa bouche s'est pincée. Ça me faisait me sentir instable. Elle a laissé échapper un souffle. C'est ce que je détestais le plus. Non pas le mensonge, mais la façon dont il faisait paraître mes instincts grossiers. J'ai senti quelque chose bouger en moi alors. Pas seulement de la colère, mais de la reconnaissance. Renel n'avait pas glissé dans la tromperie. Il avait appris à contrôler la pièce autour d'elle. Le pouce de Zaria s'est frotté contre son doigt, petit, répétitif, comme si son corps avait besoin de faire quelque chose pendant que son esprit restait immobile. Et puis il y a eu l'argent. Ça a tout changé. Je me suis tourné vers elle complètement. Elle a laissé échapper un souffle silencieux par le nez. J'ai failli ne pas te dire cette partie. Dis-moi quand même. Elle a hoché la tête une fois. Il y a environ 4 mois, il a commencé à pousser cette idée que nous devrions reporter un investissement conjoint que mon père voulait que nous fassions, à long terme, sûr. Ses yeux sont restés fixés droit devant. Il a dit que le timing était important, qu'il voulait rester liquide, qu'il y avait des opportunités qu'il ne voulait pas manquer. Une pause. C'était déjà étrange. Elle a ajouté, Renel aime la sécurité quand ça lui profite. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Puis la banque a appelé. L'air à l'intérieur de la voiture a changé. Demandant une ligne de crédit personnel. Ma prise s'est resserrée sur le volant. Je leur ai dit qu'ils avaient la mauvaise personne. Elle a dit une pause. Ils ne l'avaient pas. Elle a finalement tourné pour me regarder. C'était à mon nom. Cela s'est posé entre nous. Lourd, immobile, pas entièrement utilisé, a-t-elle ajouté, mais ouvert. Il a dit que c'était temporaire, qu'il ne voulait pas me tracasser avec les détails à moins que cela ne devienne nécessaire. Sa bouche s'est tordue légèrement. Il a dit qu'il le faisait pour nous. Le silence a rempli la voiture. Pas vide, mais chargé. L'a-t-il utilisé, ai-je demandé. Une partie, a-t-elle dit. Juste assez pour que ça compte. Pas assez pour déclencher quoi que ce soit d'évident à moins que l'on ne cherche déjà.
Elle a soutenu mon regard maintenant, et ce qui se trouvait dans ses yeux n'était plus de la confusion. C'était une clarté qu'elle ne voulait pas. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas parlé. Non pas parce que je savais pour une autre femme, a-t-elle continué. Parce que j'ai commencé à réaliser autre chose. Sa voix a baissé, plus lente maintenant, plus prudente. Peut-être qu'il ne me mentait pas seulement. Une pause. Peut-être qu'il préparait quelque chose. Dehors, à travers le pare-brise, un couple a traversé la rue, riant, se penchant l'un vers l'autre comme si le monde avait encore un sens. Je les ai regardés passer et j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Zarya n'a pas détourné le regard cette fois. Je crois, a-t-elle dit, chaque mot placé délibérément. Il se préparait à partir, un souffle, sans rien perdre. Il n'est pas tombé dans deux vies. Il a choisi comment se diviser entre elles. Je n'ai pas ramené Zarya chez elle. Aucune de nous n'était prête pour les portes. La maison exige des choses d'une femme. Elle lui demande d'entrer et de faire semblant que les meubles appartiennent toujours à la même vie, de répondre aux messages, de s'asseoir là où elle s'asseyait sans trop se souvenir. Cette nuit-là, je n'étais pas prête à jouer tout cela. Alors j'ai conduit, pas vite, pas sans but, juste assez loin pour que la ville commence à desserrer son étreinte. Les réverbères se sont espacés, les devantures de magasins se sont amincies, le genre de calme qui ne pose pas de questions. Je me suis arrêté près d'une petite place publique, la fontaine était éteinte, les bancs vides, pas de témoins. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi ne semblait pas vide. Il semblait que quelque chose attendait. Zarya n'a pas bougé tout de suite. Puis elle s'est légèrement déplacée sur son siège et a pressé sa main contre sa poitrine juste une seconde comme si elle vérifiait si son corps suivait encore son esprit. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé à nouveau à travers le pare-brise. Et plus je restais assise là, moins ce que nous avions vu ressemblait à une simple tromperie. Au début, j'ai essayé de le minimiser. Une liaison, une erreur, un homme perdant pied, quelque chose d'humain, quelque chose d'assez désordonné pour pardonner ou au moins comprendre. Cela aurait été plus facile. Mais quelque chose là-dedans refusait de rétrécir. Je pouvais encore le voir, la façon dont il se tenait, la façon dont il bougeait. Pas d'hésitation, pas de tension, pas de peur d'être pris. C'est la partie qui ne me laissait pas me mentir. Les liaisons, même les plus confiantes, comportent une tension, un faux pas, un regard qui s'attarde trop longtemps, quelque chose qui révèle que l'homme sait qu'il équilibre quelque chose d'instable. Renel n'avait pas l'air de ça. Il avait l'air confortable, comme si le moment lui appartenait, comme si rien de tout cela n'exigeait d'effort. J'ai laissé cette pensée s'installer plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Puis je l'ai dite. Ce n'était pas de la confusion. Zarya ne m'a pas regardé. Les hommes confus trébuchent, ai-je continué. Ton mari n'a pas trébuché. Il s'est déplacé comme s'il savait exactement où il se tenait. Elle a laissé échapper un souffle. Pas vif, pas surprise, fatigué. Je sais, a-t-elle dit. Mais la façon dont elle l'a dit, ce n'était pas un accord. C'était une reddition. Le genre qui vient après que vous ayez déjà argumenté avec vous-même et perdu. Le silence s'est de nouveau installé entre nous. Non pas vide, mais lourd. Et quelque chose dans ce silence a changé. Non pas seulement ce qu'il avait fait, mais comment il l'avait fait. Je pouvais le sentir s'organiser dans mon esprit. Pas le chaos, la structure. Il n'a pas quitté une vie avant d'en commencer une autre, ai-je dit lentement. La tête de Zarya s'est légèrement tournée. Il a construit les deux, ai-je continué en même temps. Cela a atterri. J'ai vu cela atterrir. Ses épaules se sont affaissées juste assez pour me dire que quelque chose en elle avait cessé de résister à la forme de cela. Elle a baissé les yeux sur ses genoux. À la maison, a-t-elle dit doucement. Il aimait que tout soit en place. Je me suis tourné vers elle. Le dîner à l'heure. Les horaires clairs. Pas de surprise. Sa voix est restée basse, stable. Il aimait savoir ce qui lui appartenait. Une pause. Puis il aimait être perçu comme stable. Ce mot portait du poids, fiable, sérieux. Mon père lui faisait davantage confiance à cause de ça. Les clients aussi. Sa bouche s'est légèrement tendue. Il savait comment jouer cette version de lui-même.
Elle a laissé échapper un petit souffle sans humour. Il savait exactement quand être patient, quand être doux, quand avoir l'air de porter plus qu'il ne l'était. Je l'ai regardé attentivement. Il portait bien le mariage, a-t-elle dit, cette phrase n'a pas seulement atterri. Elle s'est ancrée parce que j'avais vu l'autre version de lui à travers cette table avec Vivien. Et ce n'était pas maladroit. Ce n'était pas imprudent. C'était tout aussi entraîné, tout aussi lisse, juste différent. Avec toi, ai-je dit lentement. Il avait une structure. Zaria n'a pas répondu, alors j'ai continué. Ton nom, ton père, la compagnie, la stabilité. J'ai marqué une pause. Cela le rendait respectable, sûr, digne d'investissement. Ses doigts se sont légèrement resserrés à nouveau. Et avec elle, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu immédiatement parce que la vérité n'était pas confortable. Avec elle, ai-je dit finalement, il n'avait pas besoin d'être responsable. Cela a changé quelque chose dans son expression. Pas de choc, mais de reconnaissance. Elle lui a donné autre chose, ai-je continué. Pas mieux, juste plus facile à apprécier. Zaria a de nouveau regardé devant elle. Je pouvais voir cela se produire en elle, les pièces s'alignant. Il ne choisissait pas entre des amours, ai-je dit. Maintenant, elle s'est tournée complètement. Que veux-tu dire? J'ai rencontré ses yeux. Il comparait la valeur. Les mots se sont posés entre nous, vifs, clairs, inévitables. Il décidait ce qui fonctionnait le mieux, ai-je dit. Son visage ne s'est pas brisé. Cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, quelque chose en elle est devenu immobile. Trop immobile, comme une réalisation s'ancrant dans l'os, le genre qui ne part plus. J'ai détourné le regard vers la place vide, et une fois que je l'ai vue de cette façon, je ne pouvais plus la défaire. La façon dont il aplanissait les choses quand la tension montait à la maison, non pas pour la protéger, mais pour restaurer le confort. La façon dont il se montrait plus fort quand quelque chose d'important dépendait de l'harmonie familiale. La façon dont il devenait plus vif, plus léger, plus vivant dans les pièces où l'admiration venait plus facilement. Il n'avait pas dérivé. Il s'était ajusté, mesuré, positionné. J'ai expiré lentement, et la pensée s'est terminée sans permission. Il a regardé ce qu'il avait, ai-je dit doucement. Zaria n'a pas parlé. Il a regardé ce qu'elle représentait. Une pause. Et il a décidé qu'elle était plus. Pas meilleure, pas plus profonde, pas plus gentille, juste plus. Le mot était là, les dans sa simplicité. J'ai senti quelque chose s'installer en moi alors. Pas de la colère, pas de choc, quelque chose de plus stable, plus froid, définitif. Je me suis légèrement tourné, juste assez pour qu'elle l'entende clairement. Il croyait qu'elle était la mise à niveau. J'attendais de la honte. Elle m'a offert de la confiance. Je n'ai pas beaucoup dormi après le restaurant. Le sommeil m'aurait demandé d'abandonner trop de terrain. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Renel à genoux, et Vivien Ashcraftoft le regardant comme si être choisi en public avait confirmé quelque chose qu'elle s'était déjà accordé en privé. Au matin, le chagrin s'était aiguisé en quelque chose de plus utile. Pas la paix, pas encore, juste une direction. Je l'ai appelé juste après 10 heures. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas tremblé. Je lui ai dit que je voulais la voir. Et parce que les femmes comme Vivien prennent le calme pour de la faiblesse, elle a accepté sans hésitation. Nous nous sommes rencontrés dans un petit salon d'hôtel du nord de la ville, le genre d'endroit construit pour des arrangements discrets et une discrétion coûteuse. Chaises pâles, laiton poli, fleurs sans parfum. La pièce était à moitié pleine de gens faisant semblant de ne pas se regarder. Vivien est arrivé 6 minutes en retard et pas une seule seconde n'a montré d'excuse. Elle portait du crème. Bien sûr. Tissu doux, chaussures chères, cheveux lisses et coiffés juste assez pour dire qu'elle avait réfléchi à la façon dont elle serait vue. Elle a embrassé l'air près de ma joue en s'asseyant comme si nous étions toujours des femmes partageant des déjeuners inoffensifs et des blagues privées au lieu d'être assises dans les décombres qu'elle avait contribué à construire. Elena, a-t-elle dit chaleureusement, s'installant dans sa chaise. Tu avais l'air sérieuse. Je l'ai regardée un instant avant de répondre. Il y a des moments dans la vie d'une femme où le silence est le moyen le plus pur de laisser une autre personne se révéler. Un serveur est venu. Elle a commandé du thé. Non pas parce qu'elle voulait du thé, je pense,
mais parce qu'elle voulait que la scène reste civilisée. J'étais au restaurant, ai-je dit une fois que nous fûmes à nouveau seuls. C'était tout. Pas de préface, pas de décoration. Elle n'a pas tressailli. Ce qui a changé en elle était plus petit qu'un tressaillement et plus laid pour cela. Sa bouche s'est adoucie à un coin, non pas de culpabilité, non pas d'alarme, mais de l'expression que portent les gens lorsqu'ils réalisent qu'une affaire privée est devenue incommode plus tôt que prévu. J'ai pensé que vous auriez pu y être, a-t-elle dit. Cette phrase s'est posée entre nous comme quelque chose de mort. J'ai gardé mon visage immobile. Vraiment? Vivien a levé sa tasse de thé et a soufflé légèrement sur la surface avant de prendre une gorgée. Elena, je sais que c'est douloureux. Je ne fais pas semblant du contraire, mais je ne vais pas non plus vous insulter en agissant comme si c'était un petit accident qui pouvait se réduire à une mauvaise décision sur du vin. L'arrogance de cela m'a presque coupé le souffle. Elle a posé la tasse avec soin. Ce qui s'est passé entre Renel et moi n'a pas commencé dans la folie. Ça a commencé dans l'honnêteté. J'ai presque ri alors, non pas parce que c'était drôle, mais parce que certains mensonges sont si polis qu'ils reviennent et deviennent grotesques. L'honnêteté, ai-je répété. Oui. Ses yeux ont soutenu les miens fermement. Il était malheureux depuis longtemps. J'ai remarqué qu'elle n'a pas dit malheureux de quoi. Le mariage, la pression, lui-même. Peu importait. Les femmes qui se justifient à travers le fils ou le mari d'une autre femme se soucient rarement des détails une fois qu'elles ont décidé que leur désir est moralement supérieur au timing. Et vous avez trouvé cela réconfortant, ai-je demandé. Elle a fait un petit haussement d'épaule. Je l'ai trouvé humain. C'était ça, calme, justifié, moralement détaché, pas une méchante faisant tourner un verre et appréciant ma douleur. Quelque chose de pire. Une femme qui avait réécrit l'histoire dans sa propre tête jusqu'à ce que l'égoïsme paraisse évoluer. Et Zaria, ai-je demandé. L'expression de Vivien a changé alors, mais seulement d'une nuance. Pas de pitié, presque de l'irritation. Zaria souffrira, oui, mais les mariages se terminent tous les jours, Elena. Parfois, la chose la plus cruelle n'est pas de les terminer quand ils se sont déjà vidés. La pièce est restée silencieuse autour de nous. Quelque part près du bar, de la glace est tombée dans un shaker. Un homme a ri trop fort, puis s'est arrêté. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux parce que je ne leur faisais pas confiance sur la table. Et mon amitié, ai-je demandé. Elle a soutenu mon regard, et pour la première fois, j'ai vu toute la pauvreté de son cœur. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. C'était tout. Pas je suis désolé, pas j'avais tort. Juste une petite phrase soignée destinée à suggérer une blessure sans responsabilité. Puis elle s'est légèrement penchée en arrière, croisant une jambe sur l'autre, et quelque chose de presque satisfait est apparu sur son visage. Ça ne restera pas désordonné pour toujours, a-t-elle dit. Certaines choses doivent se briser avant que les gens puissent être libres. Je serai libre bientôt. Les mots étaient occasionnels. Trop occasionnels. Pas de si, pas de j'espère, pas de j'y pense. Bientôt. Je l'ai regardé alors, non pas comme mon ancienne amie, pas même comme la femme qui avait été assise en face de mon fils dans un restaurant pendant que mon anniversaire refroidissait intact sur la table. Je l'ai regardé comme une personne debout sur un rebord invisible avec une confiance absolue dans le sol sous elle, et j'ai compris tout d'un coup que Vivien Ashcraftoft croyait que l'atterrissage avait déjà été payé. Elle pensait que l'argent était sécurisé. Elle pensait qu'elle possédait ce qu'elle n'avait été autorisée qu'à toucher. Le matin après avoir rencontré Vivien, j'ai cessé de penser à la trahison comme quelque chose d'émotionnel et j'ai commencé à la considérer comme quelque chose de structurel. Ce changement n'a pas été facile. Sur le chemin du retour, il y a eu un moment, Justin, où j'ai failli me dissuader. Que peut-être j'allais trop loin, que peut-être la douleur avait pris une vilaine vérité et l'avait étirée plus largement qu'elle ne le méritait. Que peut-être ce que j'avais vu en elle n'était pas de la certitude, juste du déni bien habillé. Cette pensée a duré moins d'une minute, car je connaissais la différence. Le déni évite le contact visuel. Vivien avait soutenu le mien. Le déni hésite. Vivien était calme. Trop calme. Le genre de calme qui ne vient pas de l'émotion. Il vient de la supposition. Et la supposition, quand l'argent est en jeu, est rarement innocente. Elle n'avait pas l'air d'une femme risquant tout. Elle avait l'air d'une femme qui croyait que le risque avait déjà été pris en compte,
c'est ce qui importait. Renel avait fait sa proposition de la même manière, pas de côté, mais en avant. Zarya m'avait déjà montré assez pour comprendre qu'il ne dérivait pas. Il se positionnait. Et les gens ne bougent pas comme ça à moins de penser savoir où ils vont atterrir. Alors j'ai passé 2 appels. Le premier était à Zarya. Non pas pour rouvrir quoi que ce soit, juste une question posée avec soin. Sais-tu comment la famille de son mari structure leurs actifs? Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Mon père le pourrait, a-t-elle dit. C'était tout. Pas de détails, pas de spéculation, juste une direction. Cela seulement disait assez. Parce que les familles comme celle-là ne s'expliquent pas ouvertement. Elles opèrent selon des schémas, et les gens assez proches d'elles apprennent à reconnaître ces schémas sans les nommer. C'était suffisant pour que je passe le deuxième appel. Lorraine Hatcher. Nous n'étions pas proches, mais nous nous comprenions. Elle avait passé près de 30 ans à travailler sur des structures de patrimoine. Non pas celles bruyantes que les gens se disputent devant les tribunaux, mais celles discrètes qui n'arrivent jamais jusque-là parce qu'elles ont été construites correctement dès le départ. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans une boulangerie qui sentait la cannelle et le vieux bois. Des sols inégaux, un bruit doux, le genre d'endroit où les gens parlent sans se sentir observés. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Une femme, un mariage, une confiance qui ne correspondait pas au risque. Elle a écouté sans interrompre, n'a pas hoché la tête trop vite, ne s'est pas précipitée vers des conclusions. Cela seul m'a fait lui faire plus confiance que la certitude n'aurait pu le faire. Puis elle a remué son café une fois. Lentement, délibérément. Elle vit bien, a dit Lorraine. Une pause. Ce n'est pas la même chose que de posséder bien. Je me suis légèrement reculé. Elle est mariée dans cette famille depuis des années, ai-je dit. La maison, les voyages, les comptes. Lorraine a levé les yeux. Non pas pour contredire, mais pour corriger. Vivre autour de la richesse et la contrôler sont 2 positions différentes, a-t-elle dit. Son ton n'était pas dur, juste précis. Et je serais prudente, a-t-elle ajouté, quant à supposer quoi que ce soit sans voir les documents réels. Les familles comme celle-là ne structurent pas toutes les choses de la même manière. Cette hésitation importait parce qu'elle enlevait la certitude et la remplaçait par la réalité. Les gens entendent richesse et imaginent l'accès, a-t-elle continué. Mais l'accès est souvent géré, limité, conditionnel. Elle a pris une petite gorgée de son café. Pas de jargon, pas de conférence, juste la vérité sous-jacente. Certains actifs sont au nom personnel, a-t-elle dit. D'autres non. Certains sont conjoints. Certains sont protégés bien avant qu'un mariage n'ait lieu. Elle m'a regardé brièvement. Et certains sont conçus spécifiquement pour rester dans la lignée sanguine. Je n'ai pas interrompu car maintenant cela ne sonnait plus comme de la théorie. Cela sonnait comme une structure. Vous pouvez vivre dans une maison, a dit Lorraine, y recevoir, la décorer, et ne pas la posséder d'une manière qui vous protège une fois que les choses changent. Cela a atterri non pas comme une vengeance, mais comme une correction. J'ai pensé à Vivien, la façon dont elle était assise, la façon dont elle parlait de liberté comme si elle l'avait déjà assurée. Que se passe-t-il, ai-je demandé avec soin. Si quelqu'un comme ça décide de partir. Lorraine n'a pas répondu immédiatement. Elle a d'abord posé sa tasse, puis m'a regardé directement. Cela dépend, a-t-elle dit, de ce qui est réellement à son nom, de ce qui est conjoint, de ce qui est protégé, de ce qui n'a jamais été à elle au départ. Une pause, puis. Mais si elle confond l'accès avec la propriété, elle n'a pas terminé la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Elle va avoir un ajustement difficile. C'était tout. Pas une prédiction, pas une garantie, juste une possibilité. Et c'était suffisant parce que maintenant je comprenais quelque chose clairement. Pas parfaitement, mais assez clairement pour que ça compte. Vivien n'avait pas seulement pris une décision émotionnelle imprudente. Elle en avait pris une calculée basée sur une supposition. Et si cette supposition était fausse, tout ce dans quoi elle pensait entrer n'existait pas comme elle le croyait. Et Renel, mon fils, s'était lié à cette même croyance. Je suis resté dans ma voiture plus longtemps que nécessaire après être parti. Des gens passaient, portant des choses ordinaires, des courses, des sacs, de petits projets, la vie avançant comme si rien n'avait changé. J'aurais pu l'appeler. Cette pensée est restée plus longtemps que prévu.
J'aurais pu la prévenir, de femme à femme. Lui dire de vérifier le terrain sur lequel elle pensait se tenir avant de faire un pas de plus. Une fois, j'aurais pu le faire. Une fois, j'ai cru que l'information était une forme de miséricorde. Mais la miséricorde ne voyage pas bien là où le respect a déjà été brisé. Et elle avait utilisé le mien comme couverture, s'était assise chez moi, avait appris ma vie tout en la démantelant. Au moment où j'ai tourné la clé de contact, l'hésitation avait disparu. Pas de colère, pas de vengeance, quelque chose de plus calme, plus propre, plus définitif. La laisser avancer exactement vers ce qu'elle croit l'attendre. Nous nous sommes préparés en silence, et pendant un moment, rien ne s'est passé. C'était la partie que je n'avais pas attendue. Non pas parce que je pensais que la conséquence viendrait avec le tonnerre, mais parce qu'une fois que la vérité s'aiguise en vous, vous commencez à imaginer que le monde devrait se décaler en reconnaissance. Il ne le fait pas. Très souvent, les jours les plus laids de la vie d'une femme se déroulent sous le même soleil que les courses ordinaires, les mêmes feux de circulation, les mêmes sacs d'épicerie qui transpirent sur la banquette arrière, tandis que la trahison continue de sourire à pleines dents. Zarya a bougé la première de la manière dont les femmes blessées doivent souvent le faire si elles veulent avoir une chance de survivre à ce qui vient ensuite. Elle a cessé d'espérer que les explications la sauveraient. Je l'ai accompagnée pour rencontrer une avocate spécialisée dans le divorce 3 jours après le restaurant. Une femme nommée Camille Redmond, d'une 50aine d'années, à la voix ferme, en costume marine, sans paroles superflues. Je l'ai immédiatement appréciée parce qu'elle n'a pas joué l'indignation au nom de Zarya. Elle a écouté, pris des notes, posé des questions claires et traité les faits comme si les faits suffisaient pour construire. Parfois, c'est la plus grande miséricorde disponible. Ne l'accusez pas encore, a dit Camille après que Zarya eut exposé la ligne de crédit, les changements de comportement et ce que nous avions vu de nos propres yeux. Ne le prévenez pas. Ne laissez pas entendre que vous en savez plus qu'il ne le pense. Le silence est un levier si vous l'utilisez correctement. Zarya a hoché la tête, mais je pouvais sentir ce que cela lui coûtait. Alors, le travail a commencé. Les relevés de compte ont été imprimés. Les dates ont été notées. Les captures d'écran ont été sauvegardées. Des copies de tout ce qui portait des chiffres ou des signatures de Renel ont été rassemblées et placées dans des dossiers nets qui semblaient bien trop calmes pour les dégâts qu'ils représentaient. Zarya a vérifié l'activité de crédit, examiné les obligations conjointes, fait une liste de chaque mouvement financier récent qui lui avait semblé étrange à l'époque et suspect maintenant. Je me suis assise à côté d'elle pendant la majeure partie de cela, non pas parce qu'elle ne pouvait pas le faire elle-même, mais parce que la douleur disperse l'esprit, et une autre paire d'yeux peut parfois empêcher une femme de se noyer dans les détails. Ce qui me troublait le plus, c'était à quel point il restait ordinaire pendant que tout cela se passait. Renel m'a appelé le 2e soir. Bon anniversaire encore, maman, a-t-il dit, chaud comme du lait, facile comme un dimanche. Je déteste que le travail m'ait éloigné l'autre soir. Je vais me rattraper ce week-end. Je me tenais dans ma cuisine, une main sur le comptoir, écoutant mon fils mentir avec une telle douce assurance que pendant une demi-seconde, quelque chose de vénéneux a traversé mon être. Pas la croyance exactement, mais la mémoire. Le vieux réflexe de vouloir retrouver sa version plus simple. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. Il a ri doucement. Tu as l'air fatigué. J'ai failli lui demander si les propositions étaient aussi un travail épuisant, mais je ne l'ai pas fait. Silencieuse, avait dit Camille. Le silence est un levier. Je suis fatigué, ai-je répondu. Il a baissé la voix, affectueux. Maintenant, repose-toi pour moi. Pour moi. La phrase est restée dans mon oreille longtemps après la fin de l'appel. Zarya a eu pire que moi. Il lui a envoyé des messages comme un homme entretenant le temps. Es-tu rentré? N'oublie pas ton rendez-vous demain. J'ai récupéré ton pressing. Un message incluait un cœur qu'elle m'a montré avec un visage si vide qu'il m'a plus effrayé que les larmes n'auraient pu le faire. Il agit normalement, a-t-elle dit. Nous étions assises à sa table de salle à manger, les relevés étalés entre nous. La lumière de fin d'après-midi traversait les papiers en barres lumineuses. Elle a levé les yeux de son téléphone comme si les mots eux-mêmes étaient devenus dangereux. Peut-être qu'il pense que c'est gérable, ai-je dit. Ou peut-être que nous avons construit tout un monstre à partir de quelque chose de sale mais plus petit, a-t-elle dit. Et là, il y avait ce terrible entre-deux après la découverte, quand la réalité n'a pas encore changé de forme à l'extérieur et que l'esprit commence à marchander avec lui-même. Avons-nous mal interprété?
Avons-nous construit une structure à partir du péché parce que la structure est plus facile à combattre que le chaos? Cette ligne de crédit signifiait-elle ce qu'elle semblait signifier? La proposition ne signifiait-elle en quelque sorte pas ce que toute femme saine d'esprit penserait qu'elle signifiait? Puis j'ai vu la réponse dans la pièce autour de nous. Sur le buffet se trouvait une photographie de mariage encadrée de Zaria et Renel, souriant avec la confiance sereine des gens qui croyaient que l'avenir était un endroit sûr. En dessous, sur la table, se trouvaient des copies de documents d'un mouvement financier qu'il avait fait en son nom sans totale honnêteté. Dans son téléphone se trouvaient ces messages tendres. Quelque part ailleurs, peut-être à cette même heure, Vivien Ashcraftoft se comportait toujours comme si la liberté avait déjà été achetée. Non, nous n'avions rien mal interprété. Nous nous tenions simplement dans l'intervalle silencieux avant l'impact, et le silence peut faire douter les cœurs faibles s'ils le permettent. J'ai rassemblé les papiers en une pile et j'ai regardé Zaria. Ce calme, ai-je dit, n'est pas la paix. Dehors, la soirée continuait de faire semblant d'être ordinaire. À l'intérieur, j'ai compris, enfin, que l'effondrement n'avait pas encore commencé. Il n'a pas tout perdu d'un coup. Il a d'abord perdu l'accès. C'est ainsi que les vraies conséquences commencent pour des hommes comme mon fils. Pas avec des cris, pas avec la sécurité qui les escorte sous les lumières fluorescentes pendant que tout le monde fait semblant de ne pas regarder. Cela commence plus petit que cela. Plus silencieux. Une porte s'ouvre toujours, mais pas aussi facilement. Une réunion a toujours lieu, mais pas avec les mêmes yeux dans la pièce. Le café est toujours chaud, le bâtiment toujours poli, le titre toujours attaché à la signature de l'email un peu plus longtemps, mais quelque chose en dessous a déjà bougé. À ce moment-là, Zaria avait déposé sa requête, pas bruyamment, pas d'une manière qui donnait à Renel la dignité d'une confrontation immédiate. Camille l'avait géré exactement comme elle l'avait dit, proprement, chronométré et sans débordement émotionnel. Les documents ont circulé là où ils devaient circuler. Les notifications ont été signifiées quand elles devaient l'être. Les protections financières prenaient déjà forme avant que sa confiance ne comprenne pleinement qu'il y avait quelque chose à craindre. Et pourtant, pendant le premier ou les 2 premiers jours, sa vie professionnelle semblait intacte. Cela m'a presque plus perturbé que si le sol s'était effondré sous lui immédiatement. C'est Zaria qui l'a appris la première par son père. Non pas parce qu'il gossait, mais parce que les familles d'affaires perçoivent les changements de ton avant de les annoncer. Le calendrier de Renel avait commencé à s'amincir, sans se vider. Une session de stratégie à laquelle il aurait normalement assisté a été déplacée sans lui. Un déjeuner client qu'il s'attendait à organiser a été réaffecté à un autre cadre sans autre explication que la planification. Une note interne a circulé avec son département copié plus bas que d'habitude dans la chaîne. Son nom ne figurait plus là où il se trouvait naturellement auparavant. Sur le papier, rien de tout cela ne semblait fatal. C'est pourquoi ça a fonctionné. Il m'a dit ce matin que tout va bien, a dit Zaria quand elle est passée chez moi ce jeudi soir-là. Elle se tenait dans ma cuisine, son sac toujours sur l'épaule, pas encore assez installé pour s'asseoir. Il a dit que les gens agissent étrangement, mais il pense que c'est à cause d'une discussion de restructuration dans laquelle il n'a pas été impliqué tôt. J'ai levé les yeux du thé que je versais. Et toi, qu'en penses-tu? Elle a fait un rire sec et fatigué. Je pense que les hommes appellent toujours ça de la confusion quand le respect commence à quitter la pièce. Cette phrase m'est restée parce que la confusion est plus facile à tolérer que l'humiliation. Un homme peut survivre à être temporairement non informé s'il croit que le système lui appartient toujours. Mais ce qui arrivait à Renel n'était pas de la confusion. C'était de l'évaluation. Les gens commençaient à le regarder et à recalculer sa valeur avec l'affaire, le dépôt de la requête et les préoccupations financières qui se déplaçaient maintenant discrètement en coulisses. Personne n'a eu à l'accuser en public pour cela. Les hommes perdent leur statut bien avant de perdre leur chaise. Au cours de la semaine suivante, le signe s'est aiguisé. Il allait toujours au bureau, enfilait toujours de bons costumes, nouait toujours ses cravates avec l'assurance exercée d'un homme qui n'avait pas encore accepté que la présentation et la position ne sont pas la même chose. Mais Zaria a entendu suffisamment par les canaux proches de son père pour savoir que l'atmosphère autour de lui avait changé. Il était consulté plus tard, puis moins, puis plus du tout. Une présentation à laquelle il avait contribué pendant des semaines a été livrée sans lui dans la pièce. Une autre demande de réunion a complètement disparu de son calendrier et est réapparue sous le nom de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas aimé l'entendre. Permettez-moi de le dire clairement.
Il y a une laideur particulière à voir votre enfant devenir exactement aussi petit que son caractère peut le supporter. Même quand la justice est impliquée, la maternité ne devient pas simple. Mais la clarté avait commencé à faire son œuvre en moi alors. Renel s'était construit en partie grâce à une confiance empruntée, celle de sa femme, de sa famille, la mienne. Une fois que les gens ont cessé d'offrir cette confiance automatiquement, ce qui restait n'était pas assez impressionnant pour le protéger. Zaria l'a finalement vu craquer au bord un dimanche après-midi. Quand il est venu chercher quelques affaires à la maison, il était contrôlé, a-t-elle dit, mais trop contrôlé. Le genre de contrôle qui fait que la peau autour de la bouche d'un homme a l'air tendue. Il a demandé si mon père m'avait dit quelque chose, m'a-t-elle raconté plus tard, assise en face de moi dans mon salon. Pas directement. Il a essayé d'avoir l'air désinvolte, a demandé s'il y avait eu une inquiétude interne dont il n'était pas au courant. Ses yeux se sont baissés un instant. Il commence à le sentir maintenant. Bien sûr qu'il le sentait. Parce que l'effacement progressif fait quelque chose que l'effondrement dramatique ne fait pas. Il force un homme à rester dans sa propre incertitude. À continuer à se présenter pendant que les murs lui signalent subtilement qu'il n'est plus central. À entendre sa propre voix sonner plus persuasive que puissante. D'abord la confusion, puis l'insécurité, puis l'horreur lente et naissante de la réalisation. Ce soir-là, le téléphone de Zaria s'est illuminé là où il était posé entre nous sur la table basse. Pas un message pour elle. Une notification d'appel journalisée de plus tôt, synchronisée sur un compte partagé qu'il n'avait pas encore entièrement démêlé. Renel avait appelé Vivien, et il ne l'avait pas appelé comme un homme amoureux. Il l'avait appelé comme un homme s'attendant à un endroit stable où atterrir. Elle n'a pas paniqué immédiatement. Elle s'est ajustée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à ajuster. Je n'ai pas entendu parler de la première rencontre juridique de Vivien directement. Les femmes comme elle ne laissent pas la panique transparaître tôt, et les familles comme celle dans laquelle elle s'est mariée ne laissent pas la structure devenir du potin. Ce qui m'est parvenu est arrivé comme les choses sérieuses le font généralement dans les endroits où l'argent circule discrètement, non par des mots, mais par le ton, par le délai, par l'absence. Le genre qui vous dit que quelque chose a changé sans que personne ne l'annonce. Cela n'est pas arrivé en un jour. C'est important. Cela a pris du temps, une semaine, peut-être plus, avant que quoi que ce soit ne commence à sembler différent en surface. À ce moment-là, Renel avait déjà commencé à sembler moins sûr quand il appelait. Pas brisé, mais pas stable non plus. Et Zaria. Zaria était devenue silencieuse d'une manière qui signifiait qu'elle avait cessé d'espérer et avait commencé à se préparer. Quelque part au milieu de tout cela, Vivien a fait son mouvement. Propre, ou du moins ce qu'elle croyait propre. Elle ne s'est pas effondrée en premier. Ce n'était pas sa nature. Elle a bougé comme une femme qui croyait toujours avoir chronométré les choses correctement. Elle a consulté un conseiller, posé des questions contrôlées, s'est présentée comme elle l'avait toujours fait, posée, mesurée, certaine que sa posture pouvait la traverser l'incertitude. Je n'avais pas besoin d'être dans la pièce pour le savoir. Je la connaissais. Vivien croyait en la présentation, croyait que si vous vous teniez correctement, la réalité vous donnerait le temps de rattraper le retard. Mais la réalité ne négocie pas. Ni avec la posture, ni avec la confiance. Et ce que j'ai commencé à comprendre lentement au cours des jours suivants, c'est que rien ne s'est effondré d'un coup. Cela s'est d'abord resserré. L'accès, non pas supprimé, mais ajusté. Une carte qui passait sans réfléchir s'est arrêtée une fois, puis encore, assez longtemps pour exiger une explication. Pas de déni, pas de refus, juste un délai. Un transfert qui aurait été effectué discrètement auparavant a déclenché un appel. Poli, de routine, mais inutile. C'est ainsi que l'on sait que quelque chose a changé. Quand la routine doit soudainement être expliquée, cela ne ressemblait pas à une perte. Pas encore. Cela ressemblait à une friction, puis à davantage. Les comptes qu'elle avait utilisés librement ont commencé à exiger une confirmation. Les autorisations ont été clarifiées. Les structures ont été référencées. Pas agressivement, pas défensivement, juste précisément. Et la précision est là où vit le contrôle, une propriété dont elle parlait probablement comme la sienne, a été décrite différemment, non pas prise, mais recadrée, faisant partie d'une structure, non d'une propriété. Cette distinction est plus importante que les gens ne le pensent. Rien de dramatique ne s'est produit. Pas de confrontation, pas de voix élevées,
juste une correction silencieuse, répétée, cohérente, inévitable. Et c'est là que la compréhension commence à arriver. Pas en un seul moment, mais en petits inconforts accumulés. Une question à laquelle on répond une fois, puis à laquelle on répond de la même manière encore, puis encore, jusqu'à ce que la réponse cesse de ressembler à une information et commence à ressembler à une limite. Son avocat, quel qu'il fût, n'aurait pas eu besoin de dire grand-chose, juste assez, juste clairement. Cette résidence n'est pas un titre. Cet accès n'est pas un contrôle. Être à l'intérieur d'une vie ne signifie pas que vous pouvez l'emporter avec vous quand vous partez. C'est là que la confiance commence à bouger, sans disparaître. Elle bouge d'abord dans les yeux, puis dans les pauses entre les phrases, puis dans la façon dont une femme commence à choisir ses mots plus soigneusement parce qu'elle n'est plus certaine lesquels tiendront. Vivien avait construit sa certitude sur l'hypothèse qu'elle pouvait quitter une vie structurée, s'attacher à une autre et avancer sans perdre de terrain. Cette hypothèse ne s'est pas brisée bruyamment. Elle a échoué silencieusement et une fois qu'elle a échoué, tout le reste a dû s'ajuster autour d'elle. Je n'ai pas entendu dire qu'elle avait paniqué. Elle ne l'aurait pas fait. Vivien ne s'est pas effondré en public. Elle a recalibré. C'est ce que font les femmes comme elle quand le sol bouge. Mais la recalibration ne fonctionne que lorsqu'il y a encore un endroit stable où se tenir. Et c'est ce qu'elle avait mal jugé. Parce que les portes qu'elle pensait s'ouvrir facilement ne se sont pas fermées. Elles ont ralenti. Les réponses ont pris plus de temps. Les conversations sont devenues plus prudentes. Les invitations ont changé, non pas retiré, juste reconsidéré. Ce genre de mouvement est facile à ignorer au début, facile à expliquer jusqu'à ce qu'il se répète, jusqu'à ce que le délai devienne un schéma, jusqu'à ce que le schéma devienne une vérité. Et à ce moment-là, il est trop tard pour faire semblant de ne pas comprendre parce que vous comprenez. Au même moment, autre chose se passait. Renel n'était plus à ses côtés comme une promesse. Il devenait une question. Un homme qui arrive confiant est une chose. Un homme qui arrive en ayant besoin de quelque chose en est une autre. Cette différence est plus importante que la romance ne l'admet jamais parce qu'une fois que le besoin entre dans une relation construite sur l'avantage, l'équilibre change et Vivien, malgré toute sa confiance, comprenait l'équilibre, ce qui signifiait qu'elle l'aurait vu, ressenti, calculé et une fois qu'elle l'a fait, le fantasme a perdu sa valeur. C'est la partie que les gens ne comprennent pas. Elle ne l'a pas regretté par moralité. Elle l'a recalculé en fonction du coût. Et quand une femme comme Vivien Ashcraftoft réalise qu'elle ne s'engage pas dans quelque chose de mieux, elle n'annonce pas sa défaite. Elle ajuste sa direction discrètement, stratégiquement, vers ce qui tient encore. Même si cela signifie faire semblant que le pas en avant n'a jamais eu lieu. Elle a essayé de revenir en arrière, non pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle a compris juste à temps qu'elle n'avait nulle part ailleurs où se tenir. Ils n'ont pas échoué ensemble. Ils se sont retournés l'un contre l'autre. C'était la partie que les gens de l'extérieur ne comprennent jamais à propos de l'amour égoïste. Ils pensent que deux personnes qui brisent d'autres vies pour être ensemble doivent au moins être fidèles l'une à l'autre dans les ruines. Mais la loyauté construite sur l'appétit est fragile. Elle ne tient que tant que le fantasme continue de payer. Une fois que la pression arrive, la vraie pression, la pression adulte, celle avec des documents et des conséquences et des pièces qui ne vous accueillent plus de la même manière, les gens cessent de ressembler à des âmes sœurs et commencent à ressembler à des dépenses. À ce moment-là, Renel avait besoin de quelque chose de Vivien qui n'avait rien à voir avec la romance. Il avait besoin de stabilité, pas de poésie, pas de passion, pas de dîner secret et de petits regards polis à travers les tables de restaurant. Il avait besoin d'un endroit où atterrir qui semblait encore valoir la chute. Sa vie professionnelle s'était amincie jusqu'à l'humiliation. Zaria n'était plus joignable par la douceur ou la routine. La ligne de crédit était devenue un fil de plus dans un schéma plus large qu'aucune personne prudente ne pouvait éternellement expliquer. Et quel que soit le fantasme qu'il avait construit autour du choix de Vivien en public, il avait commencé à révéler son vrai coup. Il était sorti en s'attendant à s'élever et s'était retrouvé à tomber dans le vide. Vivien, d'autre part, n'avait plus besoin de célébration. Elle avait besoin de récupération. Cette différence est importante car un homme qui a besoin d'un abri et une femme qui a besoin de restauration ne sont plus dans la même relation. Ils sont des côtés opposés d'un calcul, chacun espérant que l'autre a encore de la valeur. Je n'ai pas eu besoin de témoigner directement de leur effondrement pour en comprendre la forme.
Une partie m'est parvenue par les mêmes canaux discrets qui avaient porté le reste de cette histoire. Des changements de ton, des aperçus par des gens qui ont vu des morceaux, la façon disciplinée dont l'information circule quand le scandale a dépassé l'excitation pour entrer dans la conséquence. Une partie m'est venue de Zarya, qui avait appris à ce moment-là à repérer le changement de temps émotionnel avant qu'une tempête ne se déclenche. Il l'a appelé 3 fois hier, m'a-t-elle dit un soir dans ma cuisine. Nous étions côte à côte au comptoir, ne parlant pas comme 2 femmes appréciant le thé, mais comme 2 femmes qui avaient appris que les mains occupées rendaient les dures vérités plus faciles à supporter. Je coupais des citrons dont je n'avais pas besoin. Elle séchait un verre propre qui avait déjà séché à l'air libre 15 minutes plus tôt. Elle a répondu, ai-je demandé une fois. J'ai laissé cela s'installer. Zarya a posé le verre délicatement. Et quoi qu'elle ait dit, ce n'était pas ce qu'il attendait. Je l'ai regardé alors. Comment le sais-tu? Sa bouche s'est incurvée, mais il n'y avait pas d'humour. Parce qu'après ça, il a envoyé 2 messages, un long, un court. Le long a disparu. Elle a rencontré mes yeux. Le court n'a pas disparu. Cela m'en a dit assez. Un homme supprime le premier message quand la fierté pense encore qu'il y a une meilleure version de lui à présenter. Il envoie le second quand la peur prend le dessus. À ce moment-là, la confiance de Vivien avait déjà été brisée par la réalité. La richesse qu'elle pensait derrière elle s'était repliée dans sa structure propre. Le monde de son mari ne s'était pas effondré autour d'elle dans un chaos émotionnel. Il avait fait quelque chose de plus froid. Il s'était clarifié sans elle au centre. Une femme peut survivre au chagrin et conserver son élégance. Il est bien plus difficile de conserver son élégance quand l'arithmétique a changé. Et Renel, que Dieu me pardonne, mon fils, avait fait l'erreur fatale d'arriver à sa porte ne ressemblant plus à un avancement. Il ressemblait à une conséquence. C'était la trahison au sein de la trahison. Tout ce temps, il avait traité sa femme comme de la stabilité et Vivien comme une élévation. Tout ce temps, Vivien avait traité mon amitié comme un gage et Renel comme un chemin. Mais maintenant, les costumes étaient tombés. Il n'était pas un chapitre excitant. Il était une complication au chômage, avec des problèmes conjugaux et financiers collés à ses vêtements. Elle n'était pas une grande évasion. Elle était une femme effrayée essayant de ramper en arrière vers la richesse qu'elle avait prise pour portable. Quelle que soit la tendresse qui avait existé entre eux, elle a commencé à pourrir sous le besoin pratique. J'ai imaginé la conversation qui a finalement tout mis à nu. Pas une dispute bruyante, pas de verre cassé, pas de mélodrame, juste 2 égoïstes. Des gens qui découvrent la vérité trop tard pour la rendre noble. Peut-être a-t-il demandé où ils en étaient. Peut-être l'a-t-elle regardé une seconde de trop avant de répondre. Peut-être a-t-il entendu la distance en elle avant de comprendre les mots. Ce que je sais, c'est ceci. Au moment où c'était fini, l'équilibre avait changé. Vivien s'est détaché la première, non pas parce qu'elle avait soudainement trouvé la moralité, mais parce que la pression avait rendu l'honnêteté plus efficace que de faire semblant. Et quelque part dans cet espace privé amincissant entre eux, elle lui a dit la vérité la plus cruelle de toutes. Non pas qu'elle le regrettait, mais qu'elle l'avait mesuré correctement depuis le début. Tu n'as jamais été le plan, a-t-elle dit. Tu as été l'étape. Après cela, mon fils n'était plus l'homme qui choisissait entre 2 vies. Il était celui qui fixait son téléphone, attendant sa réponse. Il ne semblait pas brisé. Il semblait prudent. C'est ainsi que j'ai su, avant qu'il ne termine la première minute de l'appel, que tout ce qui s'était effondré autour de Renel n'avait pas encore atteint la partie de lui qui dit la vérité sans marchander d'abord. Les hommes brisés sonnent différemment. Ils sonnent dépouillés. Ils sonnent comme si quelque chose leur avait finalement été pris qu'ils ne peuvent pas renommer en mauvais timing ou en malentendu. Mon fils ne sonnait pas dépouillé. Il sonnait géré. Il a appelé un mardi soir juste après 19h, quand la lumière à l'extérieur de ma fenêtre de cuisine était devenue douce et plate et que le quartier s'installait dans cette heure où les gens rentrent les poubelles, ferment les rideaux et commencent à faire semblant que la journée en a fini avec eux. Je me tenais devant la cuisinière, remuant une marmite de légumes verts que je ne voulais plus, non pas parce que j'avais faim, mais parce que la routine est l'une des rares dignités qui restent à une femme quand une grande partie de la vie s'est montrée laide. Son nom a illuminé mon téléphone. Je l'ai regardé jusqu'à la 2e sonnerie. Pendant une brève seconde, quelque chose de vieux en moi s'est agité. Le réflexe de répondre plus vite, de m'adoucir avant de l'entendre. Cela est passé.
Puis j'ai répondu, maman. Ce seul mot est venu chaleureux, plus bas que d'habitude, presque doux, non pas la chaleur insouciante d'un fils appelant pour prendre des nouvelles de sa mère. Quelque chose de plus délibéré que cela. Il plaçait le ton avant de placer le sens. La façon dont les hommes le font quand ils veulent l'accès avant la responsabilité. Oui, ai-je dit. Une pause, courte, mesurée. Je sais que les choses ne vont pas bien en ce moment. Pas bien. J'ai laissé la phrase s'installer entre nous. Non pas parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais parce que je voulais qu'il entende le vide de son propre langage. Les hommes qui ont fait de réels dégâts l'abordent souvent de côté d'abord. Ils réduisent avant d'admettre. Ils adoucissent avant de nommer. Je voulais t'appeler moi-même, a-t-il continué. Je ne voulais pas que tu entendes des choses par d'autres personnes et que tu obtiennes une version déformée de ce qui se passe. Cela m'a presque fait rire. Déformé. Comme si ce que j'avais vu de mes propres yeux dans ce restaurant pouvait encore être amélioré ou endommagé par l'ordre dans lequel d'autres en discutaient. J'en ai assez vu, ai-je dit. Il a expiré légèrement comme le font les gens quand ils rencontrent de la résistance mais n'ont pas renoncé à la route. Je sais. Je sais que tu l'as fait. Et je ne dis pas que j'ai bien géré quoi que ce soit. Gérer. C'était encore là. Pas la trahison, pas l'humiliation, pas la tromperie. Gérer comme si son péché avait été une mauvaise gestion, pas de la pourriture. J'ai éteint la cuisinière et j'ai appuyé une main contre le comptoir. Pendant une seconde, j'ai pressé ma paume à plat contre la surface, manquant avant de parler. De quoi penses-tu que tu t'excuses, Renel ? Le silence après cela a été plus long. Je l'ai entendu inspirer, je l'ai entendu choisir. Pour l'apparence des choses, a-t-il dit finalement, pour le timing, pour à quel point cela a dû être blessant pour toi et pour Zaria de vous sentir prise au dépourvu. J'ai fermé les yeux, non pas de douleur, mais de reconnaissance. C'était le danger des hommes comme mon fils. Même acculés, ils essayaient toujours de présenter la blessure comme une question d'optique. Pas ce que j'ai fait, pas ce que j'ai choisi, pas les mensonges que j'ai construits et les gens que j'ai utilisés, juste l'apparence, le timing, le sentiment d'être prise au dépourvu, comme si la blessure vivait principalement dans la surprise et non dans l'acte lui-même. Tu penses que le problème est l'apparence, ai-je dit. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors dis ce que tu veux dire. Il est resté silencieux à nouveau, et cette fois, je l'ai entendu pour ce que c'était. Pas du remords, mais un nouveau calcul. Un homme ajustant son langage parce que la première version de lui-même avait échoué. J'ai fait des erreurs, a-t-il dit. J'aurais dû terminer une chose avant d'essayer d'en commencer une autre. J'ai fixé la fenêtre qui s'assombrissait au-dessus de l'évier. Dehors, la lumière du porche de quelqu'un s'est allumée. Une autre phrase prudente. Un autre pas autour du centre. Il n'avait pas dit qu'il avait trahi sa femme. Il n'avait pas dit qu'il m'avait menti. Il n'avait pas dit qu'il avait construit une seconde vie en se nourrissant de la première. Il s'était recadré en un homme dont l'erreur était le séquençage, non pas le caractère, non pas l'avidité, le timing, et pendant un bref instant, un très bref instant. Je me suis souvenu de lui plus jeune, debout dans la même cuisine, me demandant où nous gardions les bonnes assiettes avant un dîner où il voulait impressionner quelqu'un, enthousiaste, prudent, essayant. Ce souvenir est monté assez vite pour adoucir quelque chose en moi et tout aussi rapidement il s'est brisé parce que l'homme au téléphone n'était pas ce garçon et la distance entre eux n'était pas un accident. C'était une série de choix et c'est à ce moment-là que la dernière douceur m'a quitté parce que j'ai compris avec une clarté totale qu'il n'appelait pas pour avouer. Il appelait pour rouvrir quelque chose, pour voir si l'histoire fonctionnait encore comme une clé. Si l'amour maternel pouvait être touché et tourné assez pour qu'une porte s'ouvre avant que le reste de sa vie ne finisse de se refermer. Zaria ne veut pas entendre parler de toi à moins que ce ne soit par l'intermédiaire de son avocate, ai-je dit. Son souffle s'est légèrement coupé à cela. Pas de surprise exactement, plus comme l'impact arrivant enfin là où le déni se tenait. Je ne te demande pas de t'impliquer, a-t-il dit rapidement. Je pense juste que tout est devenu plus laid qu'il n'aurait dû. Il y a des choses qu'elle ne sait pas, des choses que tu ne sais pas, et je préférerais les dire face à face plutôt que tout le monde construise une version de moi qui, il s'est arrêté là. Mais il en avait déjà dit assez, une version de moi. Pas la vérité de lui, la version. Il se mettait encore en scène, espérant encore que le contexte pourrait sauver la conséquence, parlant toujours comme un homme qui croyait que l'explication pourrait restaurer l'accès si elle était livrée assez doucement.
Il n'avait pas changé. Il était acculé. J'ai laissé le silence grandir jusqu'à ce que je sache qu'il pouvait le sentir. Puis, avec une voix plus basse maintenant, plus prudente que jamais, mon fils a posé la question qui m'a dit exactement à quel point son ancien droit était encore vivant. Puis-je passer te parler? Je n'ai pas mis fin à sa vie. J'ai mis fin à mon rôle pour la maintenir ensemble. Au moment où le monde de mon fils a fini de se rétrécir à sa vraie taille, il ne restait plus de confrontation finale dramatique à jouer. C'était l'une des parties les plus étranges de toute l'affaire. Les gens imaginent les conséquences comme bruyantes. Ils imaginent des claquements de porte, des discours publics, quelqu'un prononçant enfin la phrase qui met une autre personne à genoux. Le véritable effondrement est plus silencieux que cela. À la fin, la pièce est déjà vide. La musique a déjà cessé. Tout ce qui reste est un homme debout dans la forme de ce qu'il a ruiné, essayant de décider si la solitude ressemble plus à une punition ou à une reconnaissance. Je n'ai pas laissé Renel venir ce soir-là. Je ne l'ai pas laissé venir la semaine suivante non plus. La première fois qu'il a demandé, je lui ai dit qu'il n'y avait rien que j'ai besoin qu'on m'explique dans mon salon que la vérité n'est pas déjà expliquée en public. La deuxième fois, j'ai laissé l'appel sonner. Après cela, il est passé au message, et c'était presque pire. Non pas parce que les mots étaient plus forts, mais parce qu'ils étaient plus petits, plus doux, arrangés avec les mêmes mains soigneuses qu'il avait utilisées pour toutes les autres versions de lui-même. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais à quel point ça a l'air mauvais. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. La maison me manque. Ce dernier est resté avec moi plus longtemps que je ne l'avais prévu. Pas ma femme me manque. Pas la vie que j'ai trahie me manque. Pas même la mère que j'ai blessée me manque. La maison. Comme si ce qu'il regrettait le plus était l'accès. À ce moment-là, Zaria ne parlait plus comme une femme attendant que sa vie lui soit rendue. Elle avait changé de la manière dont les femmes le font quand la douleur cesse enfin de discuter avec la vérité. Sa voix était devenue plus stable. Son visage semblait plus clair, non pas parce qu'elle était guérie, mais parce qu'elle n'était plus divisée contre elle-même. Elle avait déménagé le reste de ses affaires par des canaux qui ne lui exigeaient pas de témoigner de ses excuses. Camille a géré ce qui devait être géré. Son père a gardé ses distances de la bonne manière. Présent, protecteur, mais non contrôlant. Cela a compté. Zaria n'avait pas besoin d'un autre homme pour diriger sa guérison. Elle avait besoin d'espace pour y tenir elle-même. La dernière fois qu'elle s'est assise à ma cuisine, à ma table. Elle avait l'air fatiguée, mais plus hantée. Je pensais que je perdais tout, m'a-t-elle dit, enveloppant ses deux mains autour d'une tasse de thé qu'elle n'a jamais vraiment bu. Mais je pense que ce que je perdais vraiment, c'était la version de lui que j'essayais de sauver. J'ai hoché la tête. Certaines vérités méritent le silence après elles. Vivian Ashcraftoft était devenue plus silencieuse aussi, bien que sans grâce. Il y avait une différence entre la dignité et la réduction. Ce qui lui était arrivé était une réduction. Elle n'est pas revenue à son ancienne vie intacte. Les gens comme Vivian ne comprennent jamais à quel point leur pouvoir dépend d'une illusion ininterrompue jusqu'à ce que l'illusion se brise sous une vraie lumière. Elle avait essayé de se retirer avant que la porte financière ne se ferme complètement. Mais le retrait n'est pas la restauration. Une fois qu'une femme montre aux gens autour d'elle ce qu'elle est prête à échanger contre la vanité, la pièce ne la contient plus de la même manière. Même quand les meubles restent en place, quelque chose dans l'air a changé. Quant à Renel, il lui restait la version ordinaire et brute de la conséquence. Pas une ruine cinématographique. Pire, une vie sans amorti, sans accueil automatique, sans le travail invisible des femmes qui aplanissent ses erreurs pour les rendre supportables. Et moi. J'ai appris que la maternité peut devenir une forme de malhonnêteté si elle est utilisée pour empêcher un homme adulte de se voir dans son propre reflet. Un soir, des semaines après que les dernières pièces légales se soient mises en place, j'étais assise seule dans mon salon avec la lampe tamisée et une couverture sur les genoux. Rien de dramatique, juste une maison calme et le son d'un présentateur de journal télévisé parlant trop vivement depuis la télévision. Mon téléphone s'est illuminé sur la table d'appoint. Renel. Pendant un long moment, je n'ai fait que le regarder. Puis l'appel s'est coupé. Un message a suivi. Je suis dehors. Je veux juste 5 minutes. Ma main s'est légèrement déplacée sur la coudoir de la chaise, juste assez pour que je le sente pendant une brève seconde, une que je n'attendais pas.
Je l'ai imaginé à nouveau enfant, debout de l'autre côté d'une porte, attendant que je l'ouvre. Ce souvenir est venu vite et il a presque m'a ému. Presque. J'ai expiré lentement et l'ai laissé passer. Parce que l'homme dehors devant ma maison n'attendait pas d'être élevé. Il attendait d'être pardonné. Et ce ne sont pas la même chose. Je ne me suis pas dirigé vers la fenêtre. Je ne me suis pas précipité vers la porte. Je n'ai pas répondu. Et dans cette immobilité, j'ai senti le cercle complet. Des mois plus tôt, il m'avait envoyé un message de l'autre côté d'un restaurant tout en étant assis dans un mensonge qu'il croyait s'ouvrirait sur un avenir meilleur. Maintenant, un autre message brillait dans l'obscurité pendant qu'il se tenait quelque part au-delà de mes murs. Plus caché par le charme, plus protégé par la proximité, plus porté par les femmes qu'il avait prises pour un abri permanent. J'ai laissé le téléphone s'éteindre, non par colère, non par performance, mais par clarté. Certaines choses ne sont pas réparées par une conversation de plus. Certains hommes n'ont pas besoin d'une autre chance de s'expliquer. Ils ont besoin de la dignité de vivre avec ce qu'ils ont choisi sans demander à la femme la plus proche d'adoucir les contours pour eux. Je n'ai jamais ouvert la porte. Il pensait pouvoir vivre 2 vies sans en perdre aucune. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est ceci. Certaines pertes n'arrivent pas comme une punition. Elles arrivent comme une vérité.